Bienvenue à tous pour ce webinaire autour de la Belgique et de l'Allemagne, ce webinaire international. Alors, hop. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui au sommaire? On va vous parler des prochains événements du Cluster Bio. On vous propose aussi une photographie des marchés bio en Europe. Après, on va se pencher sur la Belgique avec une présentation du pays, les tendances du marché bio, la distribution, comment elle est organisée sur place, les perspectives et opportunités sur cette zone, et ensuite les tendances catégories produits. Donc ça sera présenté par ma collègue Lauriane. Et même chose en fait pour l'Allemagne, sauf qu'il y aura il y aura quelque chose en plus, c'est sur la perception des Allemands par rapport au Covid, ce fameux Covid qui nous embête. Donc, au niveau de l'agenda, qu'est-ce qu'il y a sur la fin d'année? Donc, il y a demain un état des lieux de la filière brassicole bio en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est un webinaire qui sera en ligne. Également, jeudi, un comité stratégique filière en ligne et jeudi, le jeudi bio, qui est le levier de croissance, le bio dispositif. Donc, c'est vrai qu'on est dans un contexte où le bio en France ralentit. C'est important de voir comment les entreprises se positionnent. Vous, qu'est-ce que vous vivez en tant qu'entreprise? Donc, je vous invite vraiment à vous inscrire pour échanger avec vos pairs. Donc, vous pouvez soit vous rendre à Lyon ou sinon, vous pouvez vous inscrire en ligne. Sur l'international, qu'est-ce qu'on vous propose là pour l'année à venir? Ça va être, on croise les doigts, hein, mais le salon Biophare Vivanes en février 2022, donc à Nuremberg. Ensuite, on propose une mission Belgique de 2 jours en mars 2022. C'est vraiment l'occasion en fait d'aller explorer le terrain, la distribution, les produits bio, comment ils sont organisés. Donc, je vous invite à aller voir sur notre site internet plus d'infos, le programme de cette mission. Et bien entendu, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sans problème. Ensuite, par contre, juste si, ouais, vous pouvez couper vos micros, c'est parfait. Ensuite, une rencontre acheteur en juin 2022. Donc là, on va voir quels acheteurs on recrute et sur quelle zone. Mais la zone pressentie, c'est plutôt sur la zone scandinave. Et ensuite, on propose le salon NOF, Nordic Organic Food Fair à Malmö, en Suède en novembre 2022. Donc, tous les rendez-vous, comme je vous l'ai dit, vous pouvez les retrouver sur notre site internet clusterbio.com. Donc, avant de prendre de la hauteur et en introduction, voir les marchés bio en Europe, moi, si ça vous va, j'aimerais qu'on fasse un tour de table virtuel. Comme ça, je trouve que c'est plus sympa, on vous entend et puis on se sent un peu moins seul. Donc, si ça ne vous ennuie pas, je dis votre nom et vous présentez, nom, prénom, fonction et entreprise. Donc, je commence avec Astrid. Oui, bonjour à tous. Alors, désolée, j'ai le micro et la caméra coupés parce que c'est très bruyant puisque nous sommes à Astrid Chapa. Je travaille dans un laboratoire d'innovation culinaire. Donc, on prototype des produits pour l'industrie agroalimentaire. Et l'objectif, c'est d'amener de la culinarité dans les plats. Merci Astrid. Merci. Ensuite, Daniel. Oui, bonjour. Donc, Naturae France, je suis DG. On fait de l'huile d'olive et de l'huile de graine, mais on a une particularité, c'est qu'on a un contenant, c'est-à-dire une bouteille, un bouchon, une étiquette 100% végétale, 100% biodégradable et compostable. Voilà. Super. Je vois Lisa, ma collègue, si tu peux te présenter aussi. Bonjour à tous, donc moi c'est Lisa, je suis au Cluster Bio et je m'occupe de tout ce qui est filière et je vais bientôt prendre un petit peu la suite de Lauriane sur l'innovation. Voilà. Et Lisa, aujourd'hui, nous va animer le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Elle fera au mieux. Et puis, s'il y a des questions, on ne peut pas y répondre tout de suite. Pas de souci. On prendra le temps de vous faire un retour de toute manière. Merci, Lisa. Ensuite, Marie. Oui, bonjour. Donc moi, c'est Marie et je suis avec Cédric. On a créé la société Gojo et on fait des préparations pour cuisiner sans gluten et différents ingrédients pour cuisiner, tout certifié par la VIAC sans gluten. Merci. Et bio. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai Audrey. Oui, bonjour. Donc Audrey Carrère, je suis responsable export
pour le laboratoire Ariland. C'est un laboratoire qui détient 2 marques de cosmétiques, Ergom et Cap pour Carité. Super, merci beaucoup. Ensuite, je vois Benjamin. Je ne sais plus si je le vois encore en fait. Je vois toujours et son micro est activé, mais on l'entend. Bon, Benjamin, merci, mais du coup, Si vous pouvez passer à quelqu'un d'autre. Ouais, ou se présenter dans le chat, ouais, bonne idée. Du coup, j'ai Camille, si c'est possible. Il y a le micro coupé aussi. Bon, pareil, ceux qui n'ont peut-être pas envie de parler, vous pouvez juste faire un petit coucou. Enfin, il n'y a rien d'obligatoire, hein, d'ailleurs. Delphine. Bon. Oui, bonjour. Bonjour. Delphine Padet, je suis la dirigeante de l'école supérieure de la bio à Annonay. Ok, merci. Merci. Du coup, parce que ça n'arrête pas de bouger, j'ai Émilie. Oui, bonjour Caroline, bonjour Lauriane, contente de vous voir. Oui. Je suis la responsable scientifique de l'agence Nutrifis, l'agence conseil en nutrition santé. Et du coup, on s'intéresse à ce webinaire notamment pour l'Allemagne, parce qu'on a des clients qui s'intéressent à l'export, alors plutôt en nutraceutique, en bio dans ce pays-là. Super. J'espère que vous allez avoir les infos que vous cherchez. Mais encore une fois, s'il y a besoin de creuser certaines choses, on est vraiment à votre disposition. Hein. Super. Merci beaucoup. Ensuite, je vois Marion. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Marion Descaillots de la société France Délices. Nous sommes fabricants de préparation pour faire des gâteaux, des entremets sucrés ou salés en bio. Voilà. Super, merci Marion. Ensuite, je vois Nathalie. Bon, on va passer sinon à Sandrine. Oui, coucou, bonjour à tous, bonjour à toutes. Sandrine Arduin, donc responsable du développement commercial chez Fitema. Nous sommes un laboratoire, nous concevons et fabriquons des soins cosmétiques et des soins capillaires en Savoie, à côté d'Aix-les-Bains. Merci Sandrine. Bisous. Tristan. Bon, Tristan, non. Victoria. Oui, bonjour. Donc Victoria Lubac de l'entreprise l'Amazona, zéro déchet donc depuis 2010 et on vend des cosmétiques solides et des produits durables. Top. Et Lauriane, du coup? Il restera encore Magali et Léné qui sont remontés dans le compteur. Oui. Attends, du coup, Magali, oui, et ensuite Lynn et ensuite Lauriane. Désolée. D'accord. Bon, alors du coup, moi, Magali Sey, donc du coup, je suis de la société Selnat. Donc, on est producteur, fabricant donc, de produits céréaliers, donc les flocons, les farines, etc. Et donc, je suis donc du coup en charge du développement de l'export. Donc, fort intérêt pour nous, pour la Belgique et pour l'Allemagne. Super, pile poil là, du coup. Voilà. Ok, Lynn. Moi, c'est Lynn, donc de BioFuture. On a 2 marques, donc celle en réseau spécialisé, c'est Quintessence. On fait des huiles et des assaisonnements super sains, équilibrés, bio. Et je suis en charge de l'export aussi, et notamment l'Allemagne et la Belgique font partie des pays stratégiques. Voilà, donc pile poil pour moi aussi. Pile poil aussi. Bon, cool. Et du coup, Lauriane? Bonjour à toutes et tous, Lauriane Lubert, je suis en charge de la partie innovation et financement au sein du cluster bio. Et comme disait Lisa, elle va prendre ma suite, je ne pars pas définitivement, mais pour un heureux événement. Et on a encore un peu de temps, c'est début février. Mais ça approche.
Bon, bah top. Et puis, bah, moi, je me présente aussi, Caroline Girard. Je suis chargée de projet, donc tout ce qui va être à l'international, salon, mission, études comme aujourd'hui. Et deuxième casquette, c'est animer la communauté bio. Donc ça, c'est notre outil de communication auprès du grand public. Voilà, mais là n'est pas le sujet. Donc, on va rentrer dans le vif avec les marchés bio en Europe. Donc, hop, pardon. Pour recontextualiser. Caroline, attends une seconde, il y a Estelle qui avait disparu et qui a réapparu. Il voudrait bien se présenter également. Pardon. Allez-y. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour tout le monde, Estelle, donc je suis responsable commerciale et co-gérante de Happy Hours en Bio-Vallée, près de Cray. On est transformateur de fruits secs, fruits à coque, des mélanges gourmands et sans additifs, 100% bio et surtout en vrac. Et donc, ce que j'aimerais peut-être trouver, c'est un peu des chiffres plutôt sur le bio, mais sur le vrac et comment se passent les ventes dans les pays limitrophes autour de chez nous. Voilà, je suis là. Merci. Ok, on ne va pas forcément avoir ça aujourd'hui, mais on peut en rediscuter avec les demandes par mail. Donc, je pense qu'il y a également Teddy qui voulait se présenter. Vous m'entendez? Ah bah oui, oui, alors je suis désolé, j'étais en train de boire le café, je pensais que ça commencerait plus tard. Donc Teddy, co-gérant avec Tristan de la marque Betsara. Donc on est producteur direct de Ravinsara à Madagascar, qu'on décline en huile essentielle comme tout le monde connaît, puis également l'hydrolat, les feuilles, et puis toute une gamme de cosmétiques santé à base de Ravinsara. Bon, super. Voilà. Super. Bah, merci Teddy, bon café et puis c'est parti. Donc, c'est bon là, Lauriane, du coup? Ça a l'air tout bon. Allez, let's go. Donc, pour vous recontextualiser un petit peu ces études, sachez que chaque année, en fait, on commande au cabinet Ecosept des mini-études pour des zones ciblées. Donc, cette année, pour l'année 2021, on a ciblé l'Allemagne, Suisse, Royaume-Uni, Irlande et Espagne. Sachant que vous avez donc toutes les sources en fait, qui ont été utilisées pour ces études, vous les retrouvez et vous retrouvez les études avec un peu plus de détails sur la partie privée du site internet. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a des fiches enseignes pour chaque pays, donc les acteurs de la distribution pour chaque pays. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur la partie privée du site internet pour consulter tout cela. Donc, qu'est-ce qu'on remarque au niveau des marchés bio européens? C'est qu'il y a une progression qui est continue, qui est soutenue, que ce soit en surface, mais aussi en chiffre d'affaires. Les pays avec le plus fort taux de progression du chiffre d'affaires en 2019, ça va être en première position le Luxembourg, en deuxième position la France et en troisième position l'Espagne. Pour ce qui est des dépenses par habitant, là, les pays, ça va être le Danemark et la Suisse. Ensuite, vous avez Luxembourg, Autriche et Suède. Mais on peut constater que dans pratiquement tous les pays, on voit cette tendance à l'augmentation des dépenses par foyer. Et à noter sur la partie cosmétique, le chiffre d'affaires des cosmétiques bio en 2021, c'était de plus de 2 milliards d'euros et équivalent à une dépense de 2,40 € par habitant. Là aussi, c'est une tendance à la hausse. Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des surfaces? C'est l'Espagne qui va avoir, qui est le pays avec la plus grande surface en bio, suivi de la France et de l'Italie. Mais quand on prend en termes de part de surface en bio par rapport à la surface agricole totale, on voit que là, c'est l'Autriche qui est en tête. Vous le voyez sur la carte avec plus de 26%. Donc, les tendances de consommation en Europe, c'est ce qu'on constate aussi chez nous. C'est une demande qui est croissante pour plutôt ce qui est végétal. Et on voit qu'en parallèle, effectivement, la disponibilité de ces alternatives s'étoffe, croît. Et selon l'Eurobaromètre de 2020, 19% des répondants ont changé leur comportement alimentaire vers plus de durabilité. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir, quelles seront les tendances en fait qu'on pourrait observer jusqu'en 2035? Donc, ça serait l'augmentation d'une consommation végétalienne et sans gluten, donc ce
qu'on constate aussi actuellement. Une personnalisation des produits avec plus de sur-mesure. Une demande des produits qui est destinée à des plus petits ménages, donc moins de packs familiaux, et aussi une sensibilité accrue pour tout ce qui est le bio plus, donc ça va être RSE, développement durable, bien-être animal et toutes les questions d'environnement qui sont vraiment au cœur de notre quotidien, quand on ne parle pas du Covid. Au niveau, donc là, je vous le disais, on a comparé les 6 pays européens cités dans les mini-études. Donc, au niveau du chiffre d'affaires annuel bio pour ces 6 pays, donc on a mis la France aussi. Donc, c'est l'Allemagne qui arrive en tête avec 15 milliards d'euros, suivi de la France. Donc après, pour info, c'est l'Italie. Et il y a ensuite Suisse, Royaume-Uni et Espagne. Ce qu'on peut constater sur ces courbes, c'est que tous les pays affichent une croissance, mais c'est vrai que les rythmes sont variés. Vous voyez que la France et l'Allemagne sont beaucoup plus avancées que les autres pays. On voit que l'Irlande, la courbe est assez flat, mais en fait, c'est parce que le volume de marché est très, très faible. Donc, c'est pour ça que ça évolue, mais c'est assez flat. Du coup, au niveau de l'évolution des dépenses annuelles par habitant, donc comme je vous l'ai dit, c'est les Suisses et les Danois en tête avec 404 euros par habitant en 2020 et 324 euros par habitant et par an. Et à titre de comparaison, chez nous en France, on est autour de 180 euros en moyenne du coût d'achat de produits bio. Donc, on voit que ces pays sont bien au-delà, et notamment la Suisse. On voit aussi que ça augmente de partout. Donc, c'est une tendance qui est plutôt générale. Ensuite, au niveau des parts de marché, on voit que, qu'est-ce qu'on constate? En 2019, la France a dépassé l'Allemagne. Vous voyez, la France, c'est la ligne bleu clair et l'Allemagne, ligne bleu foncé. Mais on voit que, du coup, il y avait un écart et qu'il est en train de se resserrer. Et parmi les 6 pays là, dans nos études, c'est la Suisse qui montre la plus forte part de marché avec 10,8% pour l'année 2020. Donc, qu'est-ce que ça donne au niveau des ventilations des ventes? Donc, vous voyez sur ce graphique, il y a plusieurs couleurs. On va s'intéresser notamment, ce qui est le plus flagrant, c'est GMS et Discount, c'est en bleu, et distribution spécialisée bio en orange. On voit que dans la plupart des pays, c'est quand même la GMS qui a une plus grosse partie. L'Espagne, c'est plutôt, on va dire, équilibré. La France, un petit peu aussi, mais bon, c'est quand même la grande distribution qui domine. Et petite parenthèse sur le Royaume-Uni, c'est la GMS, c'est vraiment le principal moteur du développement du marché bio. Et ils ont aussi, en 2020, des achats en ligne qui ont fortement augmenté à plus 36%. Donc voilà pour photographie sur l'Europe. On va s'intéresser maintenant à la Belgique. Alors, au niveau de la présentation du pays, on a une population de 11 millions d'euros. On constate que le PIB par rapport à 2019, la croissance, elle est négative, à moins 6,8, la crise étant passée par là. Donc, en fait, la Belgique, c'est 3 pays en un, parce que donc il y a la Flandre, la Wallonie et Bruxelles. Et pour info, ces 3 grandes régions, la plus riche, ça va être Bruxelles. Qu'est-ce qu'on peut constater aussi, c'est qu'il y a pas mal de pays limitrophes autour, vous le voyez sur la carte, Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg, France, donc il y a une forte influence des pays voisins. Donc, du coup, il y a quand même une diversité culturelle, mais aussi une forte concurrence et du coup une pression sur les prix. Au niveau de la taille du marché, vous avez les chiffres là sur le tableau en haut avec les importations, les exportations, etc. De toute façon, vous recevrez la présentation, donc je vous laisserai regarder ça à tête reposée. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que du coup, la France, c'est un partenaire commercial qui est très important.
il y a une place qui est importante au niveau des produits français. On voit qu'il y a beaucoup de Belges qui viennent en vacances en France, donc ils ont l'habitude de ces pays. Ils ont l'habitude de les consommer. Ils connaissent notre terroir et nos richesses, donc voilà, les produits français ont une bonne place quand même chez les Belges, mais sachant que il y a aussi, il y a une intensification de la concurrence parce qu'il y a aussi tous ces pays limitrophes et notamment la grande distribution néerlandaise qui est bien installée sur place. Au niveau des tendances du marché bio, donc on est à plus 7% de surface agricole bio en 2018. Eux ont une SAU de 11%. Et le marché bio en 2019 était de 779 millions d'euros. Donc, il y a eu une augmentation de plus 4% versus 2018. Et eux, nous, on était à 180 euros de dépenses par an et par habitant. Eux sont à 62%. Donc, vous voyez sur le graphique, là, dessous, qu'on constate une augmentation qui est un petit peu plus faible, du coup, sur l'année 2019. Ensuite, au niveau, on continue dans les tendances, donc quasiment 40% des aliments bio étaient achetés dans les supermarchés généralistes, 32% dans les magasins spécialisés bio, donc, et 14% dans les supermarchés de quartier, 5% dans les hard discounts. Sachant que les magasins bio sont en train de gagner en importance et aussi que la consommation bio est plus élevée en Wallonie, ça représente 60% du marché bio belge qu'en Flandre. Ils ont aussi des projets européens. Là, vous voyez le projet Horizon 2020 qui vise 14% de SAU. Pour ce qui est du marché cosmétique, la valeur de ce marché, c'est 35 millions d'euros. Donc, il y a une progression annuelle de 6%. Eux, ils allouent 3 euros par an et par habitant aux cosmétiques bio. C'est une augmentation qui est plutôt oui, une croissance qui est plutôt faible, mais du coup, qui est quand même en constante augmentation. Donc ça, c'est quand même à garder dans un coin de sa tête que c'est en augmentation. Je vous le disais, au niveau de la distribution des produits bio, il y a 3 principaux canaux, donc la GMS, la Distrispé et les supermarchés de quartier. Donc, comment c'est organisé concrètement ? Donc, au niveau de la GMS, il y a 2 principaux acteurs, sachant qu'il y a Carrefour Bio aussi qui est présent, mais on a les 2 leaders, donc Delhaize et Colruyt. Delhaize, ils ont créé en 89 leur marque Delhaize Bio, donc c'est quand même, ça fait déjà un moment qu'elle existe. Donc, cette marque, elle comporte des produits qui sont à la fois alimentaires, mais aussi non alimentaires. Donc, du coup, on trouve toute une gamme. Il y a même du linge de bain, des sous-vêtements notamment, donc assez large. Et ensuite, on a Colruyt avec sa marque Boni Sélection Bio. Et donc, elle est destinée à être exclusive dans les magasins Colruyt. Donc, ça, c'est pour la GMS. Pour la distribution spécialisée, donc là, c'est sûr, il n'y a pas beaucoup de points de vente pour l'instant, mais comme je vous le disais, c'est en constante augmentation. On va s'intéresser aux 3 premiers, donc Bioplanète, Origine-O et Farm. Donc, Bioplanète, ça a été créé en 2001. C'est une filiale, à savoir du groupe Colruyt. Ils ont une gamme de 6000 produits et ça couvre aussi l'ensemble des courses. Et ils ont, eux, une large gamme de produits sans lactose, sans gluten, destinés aux intolérants. Ensuite, on a Origine-O qui est du coup fondée en 2016, donc plutôt récent. Elle, c'est un positionnement qui est plutôt haut de gamme. Les points de vente, ils sont centralisés sur Bruxelles et la Flandre. Et ils proposent aussi un assortiment de produits bio et aussi végétariens. Et ensuite, Farm, c'est un réseau coopératif. Il a été créé en 2013 et eux, ils offrent aussi un vaste choix. Ils sont plutôt sur l'engagement, sur les entreprises engagées. Donc, ils soutiennent les petites entreprises, les producteurs indépendants et eux ne vont pas référencer, par exemple, des produits qui proviennent multinationales ou d'entreprises cotées en bourse. Donc, ça, c'était pour la distribution spécialisée.
Au niveau des perspectives et opportunités sur la zone, on l'a vu, les tendances, les secteurs porteurs, en règle générale, ça va être les produits bio, les produits sans, les produits véganes et des solutions aussi sur mesure et rapides comme le snacking. Donc ça, c'est plutôt, c'est pas spécifique en fait au bio, mais c'est sur le secteur alimentaire, les secteurs porteurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que la Wallonie, elle a déjà pas mal de produits français, donc du coup, c'est un peu plus compliqué de s'implanter là-bas. Mais par contre, en région flamande, il y a plus d'opportunités. Le niveau de vie est en train d'augmenter. Donc, il y a quand même des opportunités à saisir. Et comme on disait tout à l'heure, hein, comme la majorité des Belges, ils viennent chez nous en vacances. Donc, du coup, ils connaissent nos produits, ils les apprécient. Donc, et de ce fait, ils modifient un petit peu leurs habitudes alimentaires. Donc, les recommandations pour ce marché, ça va être un accès au marché via la distribution spécialisée, parce que comme on vient de le voir, il n'y a pas encore beaucoup de magasins bio, ils sont en croissance, donc du coup, ça gagne du terrain, ce canal, il gagne du terrain depuis plusieurs années. Pour ce qui est du marché des cosmétiques bio, ça offre aussi un potentiel parce que c'est en augmentation constante. Et aussi, la population belge, elle est ouverte vis-à-vis des marques et des entreprises étrangères. Donc, du coup, c'est une bonne opportunité pour exporter sur place. Mais attention, avec l'infrastructure de la distribution qui est assez dense, donc il faut faire attention à quel partenaire on choisit pour réussir son export. Et en conclusion, on peut dire que le marché belge, pour les primo-exportateurs, c'est vraiment une belle opportunité parce que du coup, ça combine des caractéristiques d'un marché de proximité. Les coûts de prospection, du coup, c'est à côté, c'est réduit, enfin, coût de transport aussi. Il y a aussi tout ce qui est marché à l'export. Donc, du coup, ça apparaît comme une belle opportunité à l'export. Et comme on l'a dit, hein, les produits français jouissent d'une bonne réputation et d'une belle image en Belgique. Et ils sont perçus aussi comme une valeur sûre. Donc, ça, c'était pour voilà, tout ce que je viens de dire, c'était pour le point plutôt marché. Et je vais laisser la parole à Lauriane qui va vous parler des catégories produits et de leur dynamique. Lauriane ? Merci Caroline. Si vous avez des questions sur ce que vient de dire Caroline, n'hésitez pas. Je te laisse du coup passer Estelle puisque c'est toi qui as la main. Donc du coup là, l'idée c'est de rentrer un peu plus dans le côté produit. Alors évidemment, il y a une sélection qui a été faite. On se base notamment sur l'outil Mintel auquel nous sommes abonnés au Cluster Bio, qui est une base de données France internationale alimentaire, cosmétique, boissons, et qui permet notamment de suivre tout ce qui est lancement produit. Donc, c'est des données qualitatives, pas des données quantitatives. Donc, c'est sur un nombre de lancements. Donc, on peut identifier beaucoup de choses comme les ingrédients, les allégations, voilà, tout type d'informations. Donc là, l'idée, c'était de regarder un peu les dynamiques des lancements bio en alimentaire en Belgique. Sur les 5 dernières années, on a environ 22% des lancements qui sont sur des produits bio. Et on est sur une progression assez forte finalement quand même depuis 5 ans. Donc là, c'est tous les produits qui revendiquent quelque chose de bio. Donc évidemment, Caroline le disait, on est quand même sur un marché quand même assez petit, mais le nombre de lancements montre aussi, accompagne cette croissance. Plus on a d'offres, plus potentiellement la croissance repose sur la diversification de cette offre. Donc biologique, on voit une progression. Éthique, emballage respectueux de l'environnement, c'est tous les packaging sur lesquels on voit être revendiqué du recyclage, du FSC, tout ce qui va être vraiment autour d'un produit, d'un emballage recyclé, en tout cas vertueux pour l'environnement. Et dans durable habitat ressources, ça va être tout ce qui va être revendication autour de, par exemple, l'huile de palme RSPO. Si on est sur du poisson, les certifications MSC, tout ce qui va être autour du commerce équitable. Donc, on voit aussi également une progression sur ce type d'allégations. Si on poursuit, là, du coup, c'était pour regarder sur tous les produits
lancés et répertoriés sur la base de données Mintel, donc il y en a quelques millions. Quelles sont les allégations marketing les plus utilisées en boissons donc, alimentaires et boissons en Belgique? Donc, biologique, c'est l'allégation qui est la plus présente, donc qui représente un peu plus de 20% des lancements qui ont été faits sur les 5 dernières années. Ensuite, on retrouve, comme je vous disais, les 3 premiers. Je vous ai laissé la suite un peu des allégations et de ce classement. Tout ce qui va être respectueux de l'environnement autour de l'éthique, tout ce qui va être vraiment dédié au recyclage, tout ce qui va être donc sur les 100, comme disait Caroline, un développement sur les produits qui vont être sans allergènes, sans additifs, sans gluten, et le côté éthique, humain, RSE, et la communication sur les réseaux sociaux sont des choses qui sont aussi de plus en plus valorisées et mises sur les packs des produits commercialisés en Belgique. Si on regarde ensuite, plutôt par catégorie, donc là, c'est sur les marques bio, sur les lancements bio des 5 dernières années, comment ils sont répartis par catégorie. Donc, première catégorie représentée, c'est les boissons chaudes. Ensuite, on va voir tout ce qui va être snack. Encore une fois, c'est plutôt bon signe parce qu'on est d'accord avec les données de Caroline. Et après, on a aussi des choses qui sont assez dynamiques sur la boulangerie, sur le sauce et assaisonnement des secteurs, voilà, des épiceries salées et sucrées assez classiques. Et ensuite, si on regarde vraiment les marques, donc là, c'est un top 10, donc évidemment, ça noie tous les petits acteurs, mais tous ceux qui ont fait le plus de lancements, donc ça ne veut pas dire des lancements réussis, c'est des lancements. En bio, on voit en effet du coup, tous les gros acteurs et notamment toute la partie GMS, OMDD, Lidl, Carrefour, Colruyt. On voit aussi après plutôt des Les Group, mais également des acteurs nationaux. Donc, c'est eux qui développent, en tout cas, qui lancent le plus de nouveautés en bio. Sachant que la base de données sur laquelle on repose ces chiffres prend en compte à la fois des lancements en magasin bio, en GMS, en ligne, etc. Et là, on vous a fait une petite sélection de 6 produits, mais c'est anecdotique, mais 6 produits qui ont été lancés depuis octobre 2021, donc dans les 2 derniers mois. Colruyt avec un substitut à la viande, donc avec des saucisses à base de champignons. Encore une fois, c'est en phase avec ce que disait Caroline sur le développement des substituts carnés. Un beurre d'amande Buddy Buddy, un gin. On vous a mis les prix. C'est aussi pour vous montrer un peu le type d'informations qu'on peut vous apporter via cette veille et via cette base de données, d'avoir des identifications de prix par taille de packaging, quand ont été lancés quel type de produit. Et sur les autres exemples, Rituals, qui est donc une marque à la base de cosmétiques plutôt, qui lance des boissons plutôt autour du coup des boissons fonctionnelles, autour de l'état mental, une tendance qui est assez forte depuis le Covid. De la gourmandise avec BioFresh sur des mini muffins chocolat ou encore des granolas. Voilà des petits exemples de lancements qui ont été faits depuis moins de 2 mois sur le réseau alimentaire belge. Et sur la partie cosmétique bio, alors cosmétique déjà, sur la partie cosmétique, c'est toujours plus complexe parce que bio n'est pas forcément... Les consommateurs vont d'abord consommer du naturel avant de consommer du bio. C'est ce qu'on voit notamment dans les allégations sur ces produits d'hygiène beauté. Le côté botanique est en augmentation. Testé dermatologiquement est quelque chose d'assez stable. Vegan, très grosse progression. Si vous regardez entre fin 2016 et fin de cette année, alors ça peut être vegan certifié ou avec un ingrédient, ou du moment que sur le produit c'est écrit vegan, il va être classifié là-dedans. Durable, habitat, ressources, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça va être tout ce qui va être commerce équitable et des choses comme ça. Et enfin, on a le côté bio qui est en progression, et comme disait Caroline, on est sur une progression assez faible, mais on voit que on passe quand même de 5% de lancement bio en 2016, et on a presque doublé, donc ça montre aussi une augmentation de la dynamique sur la partie cosmétique bio. Sur les allégations, donc là j'ai réouvert un petit peu l'éventail. Donc les allégations les plus revendiquées, oui, sur la partie cosmétique, ça va être le côté botanique naturel,
tout ce qui va être autour de éthique, animaux et vegan, c'est très lié, mais il y a des petites nuances. Des choses plutôt autour de l'efficacité longue durée, le côté lightening, brightening, le côté hydratant, la praticité et enfin l'emballage et plutôt la partie ressources et biologique qui a sauté et que je vous remettrai, qui arrive juste après durable habitat ressources. On voit que ce n'est pas l'allégation majoritaire dans la partie cosmétique. Et si on regarde maintenant vraiment sur la partie catégorie, le bio se développe plutôt bien sur les soins de la peau, les soins des cheveux, l'hygiène et le déodorant, finalement des catégories assez classiques puisqu'on connaît la difficulté de faire du maquillage, du parfum et des produits d'épilation bio. Et évidemment, le côté vegan qui ressort et le côté évidemment aussi tout ce qui est autour de la naturalité et du côté botanique. Je vous laisserai vous reposer un petit peu plus sur ces graphes, mais voilà, on apprend des choses, pas de grosses nouveautés. Sur le lancement, sur qui est l'acteur qui développe le plus de produits bio, en tout cas qui en lance le plus, encore une fois, c'est plutôt les gros qui vont ressortir puisqu'ils ont une armada aussi de moyens différents. Là, je mets un petit warning sur Yves Rocher et The Body Shop. Ils ressortent dans cette base de données sur le terme bio parce qu'ils utilisent souvent un ingrédient bio, mais on est bien d'accord que ce n'est pas des produits certifiés bio. Si on regarde sur le reste des produits qui sont proposés, on a en effet Natura Siberica qui représente une bonne partie des lancements, Velleda, Unilever, Rituals, Henkel, Beiersdorf avec évidemment Nivea, Engine Parma et Garnier du groupe L'Oréal. Et quand on regarde les produits, Dr. Bronner's, Velleda, Biocreative Labs, donc là c'est plutôt des produits d'hygiène. Vous pourrez regarder un petit peu les prix aussi si ça vous intéresse, si vous voyez un peu des écarts avec ce que vous connaissez peut-être d'autre part. Et dans les autres produits, je vous ai mis 2 produits plutôt de soins. Je te laisse passer, ouais, parfait. Avec Organic Shop, Sun Tribe avec un produit nourrissant coco argan et un savon de Sopni. Donc là, c'est des lancements qui datent de moins de 6 mois. Voilà sur la partie Belgique avec un petit concentré de produits et un petit peu de tendance de comment ça se passe vraiment au niveau produit catégorie. En effet, on n'a pas creusé le sujet vrac, puisqu'en tout cas dans la base de données, et donc il faudra aller regarder d'autres informations sur cette base de données, c'est des produits souvent préemballés qui figurent. Merci Lauriane, c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir concrètement ce que ça donne sur les produits dans les zones. Merci beaucoup. On va passer maintenant à l'Allemagne. Même chose qu'avec la Belgique, avec une présentation du pays. Ce qu'on peut, 83 millions d'habitants, on voit que la croissance du PIB aussi est négative en 2020. Ce qu'on peut dire, c'est que du coup, le secteur agricole en Allemagne est assez réduit. Ça représente 0,7% de la population active. Et par contre, le secteur de services est très fort, plus de 70%. Au niveau de la structure du commerce alimentaire, en 2020, on compte 37 000 et quelques points de vente alimentaires, mais aussi on voit que le nombre de points de vente diminue et en particulier les petites surfaces. Ce que je trouve intéressant, c'est, vous voyez le petit graphique à droite, c'est le nombre de points de vente par million d'habitants entre un comparatif entre l'Allemagne et la France. Donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de points de vente. Mais à noter que comparé à la France, les Allemands, eux, ont une plus faible part de dépenses alimentaires dans leurs dépenses totales des ménages. Quasiment 11% en 2019. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que le chiffre d'affaires généré avec le e-commerce, il s'élevait à 2,7 milliards d'euros en 2020. Ça représente donc 2% de part de marché et donc c'est une progression énorme de 68% par rapport à 2019 où là on était sur 1,6 milliard d'euros.
Bon, après, on sait que le Covid est passé par là et que du coup, il y a eu beaucoup de ventes via le e-commerce, mais comme on a pu le constater aussi en France. Au niveau des tendances du marché bio, on le disait tout à l'heure, c'est 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une dépense de 180 euros par habitant et c'est 6,4% du marché alimentaire global. Et sur ce chiffre-là, c'est environ un quart de ce chiffre d'affaires est généré par les magasins spécialisés bio. Donc, c'est une croissance qui est plutôt stable, continue depuis des années et donc qui continue, j'ai envie de dire, son bonhomme de chemin. Sur les importations, on est sur 18% du total des produits bio importés et c'est la Hollande, le premier importateur qui détient presque un tiers du total des imports. Mais on peut voir aussi que les importations bio, elles diminuent parce que du coup, le développement de la production intérieure, lui, croît. Donc, du coup, il y a moins d'importations, sauf pour le coup, pour les fruits et légumes, où vous voyez les chiffres sur les tomates, les poivrons, les concombres, les courgettes, donc fournis par l'Espagne, il y a énormément d'importations sur ce type de produits. Donc 60% du chiffre d'affaires total bio était réalisé en supermarché et discount, sachant que les GMS ont beaucoup investi ces dernières années par des campagnes de com, par de l'élargissement aussi de leur gamme et aussi des coopérations avec les associations bio. Donc du coup, ils ont vraiment beaucoup investi dans ces domaines-là. Les produits bio les plus consommés en part de marché, ça va être les œufs, tout ce qui est farine et lait. Et aussi à savoir, c'est que l'Allemagne, c'est le plus grand importateur de vin bio sur la zone Europe. Du coup, dans la distribution spécialisée, on voit que en fait, le nombre de points de vente n'évolue pas beaucoup. On est à 3100 points de vente bio, dont 900 Reform Hauser, donc c'est des magasins d'aliments naturels, et 700 supermarchés bio qui sont organisés en chaîne. Donc, la progression du chiffre d'affaires de ces magasins-là est plutôt au ralenti. Voilà, et aussi la progression des ventes en bio est bien en croissance, ça on l'a dit tout à l'heure sur les ventes en ligne. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce graphique sur les parts de marché des circuits de distribution. Donc on a en bleu, c'est quoi, du bleu foncé, GMS Discount, ensuite vert magasin bio et bleu plus clair autre. Donc dans autre, on va avoir tout ce qui est boucherie, charcuterie, vente directe. On voit cette tendance où du coup la GMS et Discount prennent pas mal de parts de marché, que leur évolution est quand même importante. Quand on prend par exemple 2016 et 2020, on voit que l'évolution a quasiment doublé. Et par rapport au magasin bio, ça évolue, mais l'évolution est bien moindre. Donc ça, je trouvais que c'était intéressant de le souligner. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les effets du Covid sur le marché bio? Donc, un peu comme nous, du coup, il y a eu une forte progression du chiffre d'affaires bio en Allemagne, plus de 20%, parce que du fait de la fermeture, tout ce qu'on a connu, cantines, restos, etc. Au départ, la Distrispé a vraiment participé à cette progression, mais depuis le printemps 2021, on constate que la progression est beaucoup moins importante. Donc, ils n'ont pas su transformer l'essai, ils n'ont pas su convertir ces potentiels nouveaux consommateurs. Et après, on a vu qu'en parallèle, les GMS avaient beaucoup investi sur l'étoffement des gammes, sur la communication, etc. Il y a aussi une tendance qui est renforcée et qu'on connaît aussi chez nous. C'est qu'en gros, on s'arrête dans un seul point de vente pour faire toutes ces courses. Au niveau de l'accès au marché alimentaire, je ne vais pas détailler, mais vous avez là des exemples de marques de producteurs, des marques de distributeurs et des marques aussi de fabricants. Ce qu'on peut noter, c'est que la vente des marques de fabricants, elle est plus dynamique, plus 17% que celle des marques de distributeurs.
les MDD, à plus 6% sur l'année 2019. Pour ce qui est aussi des grossistes, donc là, il y a une liste qui est non exhaustive avec les grossistes en Allemagne. J'ai entouré les 4 premiers, Denre, Alnatura, Welling, Raspunzel, pour que vous les ayez en tête parce qu'il y en a quand même beaucoup. Sachant que le chiffre d'affaires en 2020 du commerce de gros pour les produits alimentaires, c'était de 2,34 milliards d'euros et une progression qui est quand même super importante, c'est plus de 21% par rapport à l'année précédente. Au niveau de la distribution spécialisée en chaîne, comment ça évolue? En fait marquant, on voit que les grossistes, donc, comme Denre, ont leur propre réseau de magasins. Donc c'est l'exemple voilà, avec Denre et Dens. Donc, ils ont quasiment 300 points de vente avec leur marque de distributeur. Et je vous ai mis un petit peu les noms avec les nombres de points de vente en face, sachant que le dernier, pour info, Super Bio Market, il était venu nous voir et rencontrer les entreprises du cluster bio en 2019. Voilà, donc il y a un acteur quand même bien installé. Bon, il n'est pas comme Des, mais qui a quand même plus de 20 points de vente en Allemagne. Les enjeux, voilà, pour la distribution spécialisée, c'est aussi de se mettre au même diapason que GMS avec vente en ligne, faire attention aux emballages, le lien avec les producteurs. Donc voilà pour cette photographie. Ensuite, sur les marchés cosmétiques, c'est le marché le plus important en Europe, plus de 10% en 2020. Ils ont un fort taux de progression du CA avec quasiment 6% de progression sur 2019-2020, ce qui représente une dépense de 3,44 euros de dépenses par habitant et par an, qui est bien au-dessus du coût de la moyenne européenne. Au niveau des circuits de distribution. On va retrouver ces produits dans les drogueries market, c'est 87%. Donc, en fait, les drogueries market, c'est un énorme réseau en Allemagne de drogueries. On n'a pas vraiment l'équivalent en France, mais dans ces magasins, on trouve du textile, de la détergence, de la para, de la pharmacie, des cosmétiques évidemment, mais aussi de l'alimentation animale, des produits pour bébés comme des couches. Voilà. Donc, droguerie market à 87%, après suivent les pharmacies à 29%, et enfin la vente en ligne qui n'est pas neutre, à quasiment 30%. Les tendances de consommation sont bien évidemment propices à la consommation de ces produits. On veut des produits qui soient durables, qui soient bons pour la santé. Et du coup, les raisons d'achat plus fréquentes, ça va être tout ce qui est cet aspect naturel, mais aussi doux pour la peau et l'efficacité du produit qui est importante. Après, ce qu'on constate aussi, et là on constate aussi en France, c'est que c'est difficile en fait pour le consommateur de distinguer entre ce qui est naturel et ce qui est bio et qu'est-ce qu'il y a derrière les labels. Avec souvent beaucoup de greenwashing quand même. Et les perspectives du coup pour 2030, ça serait que les marques établies perdent de l'importance au profit des petites marques de niche, plutôt start-up, et aux produits personnalisés. Donc ça avoir dans un coin de sa tête sur ces tendances à horizon 2030. Du coup, les certifications qui sont très souvent utilisées, vous voyez les logos, il y a Natrou, BDIH, Cosmebio, EcoCert et NCS. Vous voyez les 3 marques de cosmétiques naturels les plus connues en 2020. Alverde, Lavera, Weleda, et puis après je vous laisserai regarder le reste plus tranquillement à tête reposée. Donc voilà pour le volet cosmétique. Ensuite, concernant du coup les perspectives et opportunités en Allemagne.
Donc, si on regarde les forces et opportunités sur ces zones-là, on voit que le marché biologique, c'est clair, il est en croissance. Il a un développement qui est stable et c'est aussi, il faut le dire, le pays européen qui a le plus grand marché bio en Europe. Ajouté à cela, il y a une forte demande pour les produits bio de manière générale. On l'a vu tout à l'heure, la GMS élargit vraiment ses gammes, GMS et discount. Et il y a aussi cette tendance de végétal, substitut et en particulier substitut de lait bio. Mais il y a aussi un potentiel, on l'a dit tout à l'heure, parce que l'Allemagne est le plus gros pays importateur en Europe de vin bio, et aussi de viande, parce qu'il y a une forte demande, mais il y a une faible production. Donc ça, c'est à avoir aussi en tête. Après, attention, au niveau des faiblesses et des menaces, on voit que ça, c'est une tendance qu'on voit aussi chez nous, mais qui est plutôt logique. C'est-à-dire, les produits régionaux sont recherchés. Donc, du coup, on va aller moins sur des produits importés. On a une progression de la vente directe et aussi des produits de proximité. Faut savoir aussi que le consommateur en Allemagne, il est sensible à ces marques bio qu'il connaît, Demeter, Bioland, Alnatura, etc. Et comme on l'a dit en introduction sur la présentation pays, du coup, les Allemands ont une plus faible part de dépenses pour leurs produits alimentaires. Donc ça, c'est aussi à garder en tête. Après, ce qu'on ne sait pas trop, c'est comment on va sortir de cette crise. Donc, comment vont s'en sortir les produits bio. Ça, c'est quand même, de toute façon, pareil, ça c'est général de partout, mais c'est quand même important de le souligner. On voit que les importations bio sont en recul pour plus d'autosuffisance et qu'il y a quand même beaucoup une forte industrie alimentaire. Donc pareil dans les produits biologiques. Il y a beaucoup aussi de transformateurs bio, il y a beaucoup de concurrence. Donc du coup, c'est vrai qu'il faut avoir tout ça en tête. C'est pas si facile d'intégrer ce marché en Allemagne, mais du coup, les recommandations, ça serait plutôt un potentiel pour les produits carnés bio, mais vraiment avoir une spécificité, que ça soit une nouveauté et que les origines soient clairement tracées et communiquées. Ne pas hésiter sur ces pays, sur ces produits à faire intervenir vraiment l'image qu'on véhicule à l'étranger, la France, les vacances, le savoir-vivre, bien manger, etc. Donc ça, c'est important. Toute cette tendance aussi sur le végétal, les produits végétariens qui sont toujours très recherchés, notamment d'ailleurs sur les boissons, tout ce qui est avoine, soja et autres. Et du coup, ne pas hésiter à aller voir vers le discount. On voit qui est quand même très développé en Allemagne, et les drogueries market, parce que du coup, eux, ils sont bien établis, ils ont des ressources. Donc, l'assortiment aussi est en train vraiment de se développer. Donc, ça peut être une belle opportunité. Et on voit que pour le coup, le marché des cosmétiques bio, lui aussi offre un potentiel parce que il est en croissance constante. Et pareil, les drogueries market s'avèrent être un bon circuit. Donc, du coup, il faut aussi noter que d'une manière générale, les consommateurs allemands, ils accordent beaucoup d'importance sur l'origine du produit et sur son lieu de production. Donc ça, c'est bien toujours d'expliquer d'où vient le produit et d'expliquer son histoire. Et aussi, c'est vrai qu'il y a une forte progression des ventes en ligne. Et oui, pour le secteur des vins, c'est clair que aussi les consommateurs allemands ont l'habitude d'avoir des vins bio importés. Donc voilà pour ces quelques infos sur le marché en Allemagne. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Et du coup, je vais laisser à nouveau la parole à Lauriane pour les produits, rentrer un petit peu plus. Zut, ça ne s'affiche pas ton... Elle devait être partie, cette petite slide, donc tu peux passer à la suivante. Ouais, petit problème. Vous l'aurez dans la version qu'on va vous... Non, justement, on l'avait enlevée. Du coup, vous ne l'aurez pas, mais c'est normal parce que celle-ci... vous ne l'aurez pas. Celle-là est plus claire. Donc, grâce notamment à Mintel, ils ont une autre partie de leur service qui est de questionner les consommateurs. Donc là, sur 500 Allemands interrogés en ligne de plus de 16 ans, ils ont suivi depuis le début de la crise Covid
du coup l'évolution des dépenses. Donc là, vous pouvez voir en novembre 2021, donc il y a un mois, le 18 novembre, ils ont refait chaque mois, ils renouvellent les mêmes questions pour avoir un baromètre de suivi. Donc, si on regarde donc l'évolution des dépenses suite au Covid-19, comparé à avant le Covid, est-ce que vous dépensez plus, autant ou moins sur les items suivants, sur tout ce qui est boissons alcoolisées en dehors de la maison? Je vous laisserai regarder un petit peu les évolutions. Ce qu'on peut noter, c'est que sur l'alimentaire, il y a plus de dépenses alimentaires à la maison, ce qui est en lien avec le fait qu'on fasse plus à manger à la maison. Plus de produits ménagers. Globalement, quand même, le cœur de la consommation et des dépenses a été quand même plutôt maintenu. Grosse différence évidemment sur l'alcool hors maison, puisque on sortait moins, et sur tout ce qui est livraison, puisque évidemment on en a fait beaucoup et on voudrait en faire moins. Si on regarde ensuite, toujours sur ce même panel de consommateurs, plutôt la répartition, je te laisse. Là, donc, c'est plutôt en France. Non, si, le graphe a disparu. Et bien, si on voulait regarder la comparaison entre l'Allemagne et la France, on vous remettra la slide qui a fait un petit saut. Sur l'évolution des pratiques, par contre, suite au Covid-19 en Allemagne, depuis l'arrivée du Covid, est-ce que ces items s'appliquent à votre cas? Donc, on voit notamment dans les changements, tout ce qui est, j'essaie de limiter le plus mon temps en magasin. 39% des participants ont donné cet item. Et pour le coup, c'est quelque chose qui est en recul, enfin qui est en recul sur tout le temps de l'évolution, enfin de l'étude de ces impacts. On voit on commence à passer en tout cas un peu plus de temps en magasin. C'est léger. Par contre, on fait quand même beaucoup plus de stock, 6% de plus qu'au début du Covid sur le stock. Donc, on est toujours dans cette façon de consommer, de stocker, de préparer de préparer plus à la maison. On n'est pas encore sur la vie d'avant, on n'est pas encore retourné à sortir dans les bars et du coup de faire plutôt des achats en bout de chandelle, quoi. On fait des gros achats, on les stocke, et quand on va en magasin, par contre, on peut prendre un peu plus de temps parce qu'on fait des plus grosses courses. Par contre, la fréquence d'aller en magasin n'est pas forcément plus élevée. Si on compare avec la France, et j'imagine, celui-là n'a pas sauté, ce qu'on peut dire en tout cas, vous pourrez comparer vraiment à tête reposée, mais du coup, les apprentissages par rapport au début de la crise Covid en France, si on veut comparer, on a réduit notre part de shopping en ligne par rapport au démarrage du Covid et on va également un petit peu moins dans les magasins locaux qu'au démarrage du Covid, ce qui est aussi logique avec le démarrage du Covid a été rapidement les confinements. Donc, on allait vraiment sur une grosse concentration dans les magasins de proximité. Donc là, il y a une petite évolution en France si on veut comparer avec l'Allemagne. Sur vraiment la partie lancement et dynamique des produits, là, on a environ 25% des lancements de produits bio référencés sur la base Mintel sur les 5 ans. C'est quelque chose qui est relativement stable depuis les 5 ans avec une progression des allégations véganes. Donc là, par rapport à la Belgique, on avait biologique, tout ce qui était autour du recyclage et tout ce qui était plutôt signe de qualité, donc durable, habitat, ressources. Là, on a un autre classement. On a donc d'abord le biologique, le durable, habitat, ressources, donc les signes de qualité, et ensuite vegan, donc quelque chose qui ressort particulièrement sur les produits de ce pays. Ensuite, quand on regarde plutôt les allégations, donc évidemment les 3 premières sont les mêmes que précédemment. On continue à avoir des choses autour du sans allergène, du sans gluten, du sans conservateur. C'est quelque chose qui est de toute façon assez classique et qu'on va retrouver également en France.
et tout ce qui va être sur les emballages qui prend aussi de la place. Et donc, végétarien, vegan, qui sont assez présents. Voilà, si on les cumule, on est sur presque 25% des produits qui revendiquent être végétarien ou vegan compatible. Si on regarde ensuite par catégorie, là vraiment sur le bio, donc la dynamique, on voit, c'est un petit peu plus étalé que pour la Belgique. La boulangerie qui ressortait déjà, les sauces et assaisonnements également et les encas également, boissons chaudes, c'est quand même les 4 qui ressortaient le plus. Les produits laitiers et les produits transformés à base d'œufs, donc c'est tout ce qui va être plutôt les substituts, et les mets d'accompagnement. Donc finalement, là, on a vraiment des lancements assez classiques en termes de répartition. Si on regarde ensuite plutôt les entreprises, également pas tellement de surprises par rapport à ce qu'a déjà annoncé Caroline. Voilà, DM Drogerie Market, El Natura, Dirk Rossmann, Lidl, Penny Market, etc. Donc, beaucoup de distributeurs de MDD du coup, qui vont lancer leurs produits et qui vont du coup un petit peu noyer les petits acteurs sur le nombre de lancements. Et si on regarde vraiment les produits, donc exemple des produits depuis moins de 2 mois qui ont été lancés, on a Tartex, on a sur des tartinables, tout ce qui va être des lentilles et mix de riz, des alternatives du coup végétariennes au meatball, et ensuite plutôt des produits MDD, notamment là sur des biscuits fourrés, sur des produits du snacking prêt à manger, et sur des produits plutôt classiques de Biocompagnie, donc des pâtes, des tortellini. Sur la partie cosmétique, donc on va être sur la même dynamique un peu que sur la Belgique, sur les revendications. D'abord le naturel, testé dermatologiquement, vegan, durable, habitat ressources et biologique. Ensuite la même dynamique, une progression qui est un peu moins notable que sur le bio qu'en Belgique, parce qu'il y a déjà, je pense, une offre qui est déjà présente. La progression aussi du côté naturel est peut-être moins marquée. Par contre, on voit que le côté vegan est en flèche exponentielle presque entre fin 2016 et fin 2021. Si on regarde cette fois-ci, donc plutôt les allégations sur toute la suite des allégations, et pour que vous puissiez situer quand même où se trouve biologique, on n'est pas dans les premiers rangs des allégations les plus utilisées. On va être encore une fois sur la naturalité, testée dermatologiquement, vegan qui ressort plus particulièrement, et ensuite et animaux éthiques, c'est des choses assez classiques, et après plutôt des revendications d'utilisation, d'efficacité, et biologique finalement arrive à la 14e position des allégations les plus citées sur les produits cosmétiques bio, enfin cosmétiques tout court, pardon. Et sur les catégories bio les plus dynamiques, est-ce que ça s'affiche? Non, ça a sauté, mais je te propose de passer à la slide d'après. Ouais. Je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'en fait, moi, je l'ai en petit, en vignette, mais quand je le projette, ça saute. Donc, on est vraiment désolé pour ce couac, mais vous l'aurez. Donc, voilà, ce n'est pas une page blanche du tout. Du coup, je passe à la slide suivante, Lauriane. Oui. Sur les catégories bio, de façon assez classique également, il y aura soin de la peau, soin du cheveu, hygiène, autodestruction. Bon, eh ben, il y a un bug. Je suis désolée, ma présentation a sauté, elle est en train de se rouvrir. Moi, ce que je te propose, Lauriane, c'est pour ne pas retenir nos participants, peut-être de continuer à l'oral ou de prendre la main et de partager ton écran. Mais là, oui, je peux. J'essaie de la rouvrir, ok? Et je suis désolée, Lauriane, de ce contretemps. C'est peut-être le graphique, en fait, qu'on fait sauter le truc. Je ne sais pas. Peut-être. Écoute. Ah, c'est bon. Attends, j'y suis. J'y suis. Ah, si vous voyez catégorie bio les plus dynamiques. Ouais, c'est bon.
On voit donc les soins de la peau, les cheveux, savons et déodorants, comme je vous disais, qui sont plus globalement concernés par la partie naturalité. Et c'est assez classique puisque c'est des catégories où c'est déjà un peu plus facile d'intégrer des matières d'origine naturelle et surtout d'éviter celles d'origine pétrochimique. Sur le côté vegan, finalement, à part le maquillage et le parfum, on est sur une représentation assez intéressante. Et sur le bio, à part l'épilation et encore une fois sur les autres catégories, on retrouve ce qu'on a vu sur la partie de Belgique. Et donc, de toute façon, on était à la fin. Si on regarde les marques qui ont fait le plus de lancements sur les dernières années, on a évidemment ce que disait Caroline sur les grands acteurs de MDD ou plutôt marque nationale dans DM Droguerie Market, Dirk Rossmann, Logocos Nature Cosmétique, Velleda, La Verana, Yves Rocher, The Body Shop. Je vous remets le même warning. On est sur du naturel, mais on n'est pas sur du bio et pas sur du bio certifié. Et si on regarde du coup les produits, on retrouve en effet Atera, Alverde, Logocos, qui a été racheté par L'Oréal, Velleda, La Vera également sur plutôt une huile aussi beauté pour que je varie un petit peu les produits et que vous voyez un peu les différents prix. Et enfin, plutôt un côté maquillage primer pour l'éclat du teint. Voilà les petits exemples de produits qui ont été lancés pour le coup depuis moins de 2 mois également en Allemagne sur la cosmétique bio certifiée. Super. Eh bien, voilà, on arrive à la fin de ce webinaire. On était très, très heureuse de partager toutes ces informations avec vous. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à nous les poser directement. Comme l'a dit Lauriane, on a cette base de données Mintel. Après, ça va dépendre de la question, mais on a cet outil qui est top. Vous avez en ressources les mini-études sur la partie privée avec les fiches enseignes. Et voilà, moi de mon côté, j'ai rien de plus à rajouter à part de vous dire de prendre soin de vous, de passer de très belles fêtes de fin d'année avec vos proches et on va se donner rendez-vous sur l'international avec plein de choses dès janvier. Donc voilà, merci vraiment de votre participation et très bonne journée. Et si vous avez des questions, je regarde quand même parce que... Non, globalement, il n'y avait pas de questions. Ok. Eh bien, on vous libère. Je voulais bien poser une question, moi. Oui, Marie. Oui, je me demandais, est-ce qu'au niveau des étiquettes, il y avait un endroit où on pouvait trouver des informations sur la législation, les obligations pour vendre dans ces pays, justement? Alors, on n'a pas vraiment, on est plutôt, on va dire, sur une partie marché assez macro, du coup, sur la législation, on ne va pas forcément avoir ces données. On sait que voilà, les labels, etc. Mais là, tout de suite, je n'ai pas à voir. Mais posez-nous votre question par email et puis Oui, parce que concrètement, une marque qui vend qu'en France, comment on fait pour comment dans quel état arrivent nos paquets à l'étranger? Est-ce qu'il faut tout traduire, traduire littéralement? Est-ce qu'il y a d'autres obligations à mettre dessus? Ouais, pour tout ce qui est volet législatif, après, on peut vous mettre en relation avec des conseillers export dont c'est vraiment leur métier. Mais faites-moi parvenir votre question et je vous mettrai en relation pour que vous ayez une réponse bien précise là-dessus. D'accord, merci. Voilà. Où en est le développement du vrac en Belgique, question de Nathalie. On n'a pas vraiment de données en fait sur le vrac. C'est vrai que vous êtes plusieurs à vous poser la question. C'est des données auxquelles on n'a pas forcément accès. Lauriane, je ne sais pas toi, au niveau de Mintel, si tu peux avoir des infos sur cette catégorie de produits, ou dans une catégorie de produits, c'est compliqué, il me semble.
Non, non, vu que c'est du vrac, comme je disais, Mintel est plutôt sur la partie pré-emballée. Donc, ce sera, et puis que c'est de toute façon des données qualitatives, pas quantitatives. Voilà, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder en effet qu'il y a pas mal de dynamique dans le développement des magasins bio et des magasins total, on va dire, dédiés au vrac. Après, comme disait Teddy tout à l'heure, il disait que c'était en recul. Lynn disait que... Ouais, si je peux me permettre. En fait, nous, on travaille avec une distributrice en Belgique depuis 1 an et demi, là. Et en gros, elle nous disait que le marché en Belgique avait 2-3 ans d'avance sur le vrac. Donc, en fait, ça a explosé avant que ça commence vraiment en France. Et par contre, là, c'était en recul depuis une bonne année où ça se diminue pas mal, le marché du vrac. D'accord. Alors que Lynn, elle dit qu'il y a beaucoup de magasins, de nouveaux magasins. On voit que la distribution, effectivement, sur la Belgique, la distribution spécialisée est en croissance. Et Lynn nous disait qu'il y avait beaucoup de nouveaux magasins qui ouvrent exclusivement en vrac. Après, ce qui est, sans vouloir vendre ma sauce, etc., mais c'est vrai que pour le coup, pour la mission Belgique qu'on organise en mars, on va vraiment voir tout ça en fait, comment l'offre est à l'instant T et ce qui se développe. On aura certainement l'occasion d'aller rencontrer des magasins, des responsables de magasins. Donc ça peut être aussi intéressant, voilà, de voir ce qui se fait à l'instant T. Parce que ça bouge effectivement très vite. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? On va noter, donc, de toute façon, voilà, de regarder sur le vrac et sur éventuellement les étiquettes obligations. J'ai en tête, en effet, la nécessité de traduire. Ah bah ça, ouais. Et voilà, à voir quels sont vraiment les autres items à présenter qui sont... Nous, je sais qu'avec la Belgique avec qui on travaille, on a un double étiquetage français flamand. Ouais. Flamand. Avec le nom des produits et puis les mentions légales aussi qui sont traduites. Ils sont obligatoires, tout à fait. Après, c'est sûr que la traduction, là, c'est vraiment la base. Après, le reste, franchement, je n'ai pas ce niveau d'information là tout de suite. D'accord, merci. On regardera. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Belle fête de fin d'année à tous. Exactement, c'est ce que j'ai envie de dire aussi. Écoutez, à ce moment-là, on peut prendre une dernière question ou si on n'a pas, on va arrêter le webinaire. Bon, bonne fête à tous. Bonne fête à tous et bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.